Tentative d'assassinat du président de la transition au Mali. Un homme a tenté de poignarder Assimi Goïta à l'issue de la prière de l'Aïd el-Adha. La grève des médecins du public se durcit en République démocratique du Congo. Le nombre d'hôpitaux devant recevoir des cas d'urgence a été diminué. Il faut attendre un second tour pour connaître le prochain président de Sao Tomé et Principe. Le rendez-vous du dimanche dernier a pu permettre une élection dès le premier tour. Heureux de vous retrouver à ce journal. Bonsoir et bienvenue. Nous l'ouvrons par le Mali. 2 personnes ont tenté ce mardi matin de poignarder le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les faits se sont déroulés durant le rite musulman de l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice, à la grande mosquée de Bamako. Reportage. Durant le rite musulman de l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice à la grande mosquée de Bamako, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été victime d'une tentative d'assassinat. C'est après la prière et alors que l'imam se dirigeait vers la sortie de la mosquée pour égorger le mouton que les faits se sont déroulés. Le président Goïta a ensuite été emmené et ne semblait pas avoir été touché. C'est une autre personne qui a été blessée, a confirmé Latus Touré, régisseur de la grande mosquée. Interrogé sur la qualification de l'acte comme une tentative d'assassinat du président, ses services ont répondu « Oui, tout à fait, nous sommes en train de mener l'enquête. Au moins une personne a tenté de l'attaquer avec un couteau à la grande mosquée de Bamako ce jour », a ajouté la même source, affirmant que le président est sain et sauf. Le Mali a été le théâtre de 2 coups d'État en moins d'1 an. Les 2 en août puis en mai ont été conduits par les mêmes colonels de l'armée, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, qui s'est depuis investi président de la transition. Ancien chef d'un bataillon de forces spéciales, le colonel Assimi Goïta ne se déplace depuis 9 mois, jamais sans ses hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut. Le procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma dans une affaire de pot de vin vieille de plus de 20 ans reprendra le 10 août. C'est ce qu'a annoncé le tribunal aujourd'hui lors d'une courte audience en ligne. Les avocats de Zuma avaient écrit dimanche au tribunal pour préciser qu'ils prévoyaient de contester la virtualité de l'audience, arguant que cela violait les droits constitutionnels de leurs clients. The trial is adjourned to 10 to 13 August 2021. Le juge Pete Kuhn a déclaré que le procès était reporté au 10 août. L'audience avait repris lundi, mais les avocats de Jacob Zuma avaient plaidé que sa virtualité privait leurs clients de ses droits constitutionnels, notamment de la possibilité de consulter son équipe de défense. Le procès pour corruption de l'ex-président sud-africain se tenait en ligne afin d'éviter une nouvelle vague de troubles meurtriers qui ont balayé le pays après son incarcération dans une affaire où il a été condamné pour outrage à la justice. Pillage et incendie, concentrés d'abord en pays zoulou, s'étaient étendus à Johannesburg, la plus grande ville et le poumon économique du pays. Les partisans de Zuma sont accusés d'avoir fomenté le chaos des derniers jours que le président Cyril Ramaphosa a qualifié de tentative orchestrée de déstabiliser le pays. L'ancien chef de l'État doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et racket liés à l'achat, en 1999, de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes, alors qu'il était vice-président. Il est accusé d'avoir empoché plus de 4 millions de randes, soit 235 000 € au taux actuel, notamment du groupe français Thales, qui était une des entreprises attributaires d'un contrat d'une valeur d'environ 2,8 milliards d'euros. En République démocratique du Congo à présent, les médecins du secteur public ont opté pour le durcissement de leur mouvement de grève. L'information a été donnée par le docteur Mankoi Badjoki, président du syndicat national des médecins du Congo, en sigle SINAMED. Images et son. Des médecins congolais ont décidé ce lundi de durcir leur mouvement de grève en réduisant sensiblement pendant 7 jours le nombre d'hôpitaux devant recevoir uniquement des cas d'urgence sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Après analyse de la réponse du gouvernement par des médecins à travers la République, ils ont donc décidé de radicaliser le mouvement de grève sous la forme de polarisation des urgences du mardi 20 juillet au mardi 27 juillet, a déclaré le docteur Mankoyi Badjouki, président du syndicat national des médecins du Congo, Sinamed. À compter donc de la dite date, il n'y aura plus de service minimum dans les hôpitaux. Tous les cas d'urgence seront orientés vers des sites choisis pour les recevoir. À Kinshasa, par exemple, il y aura 4 hôpitaux pour recevoir des cas d'urgence exclusivement, a expliqué le médecin. Pendant la grève déclenchée depuis le 12 juillet dernier, dans sa première phase, les grévistes ont assuré un service minimum dans chaque hôpital de la RDC pendant la semaine des négociations avec le gouvernement. Dans leurs revendications, des syndicats des blouses blanches ont invité le gouvernement à verser des salaires à plusieurs centaines de médecins régulièrement engagés, mais qui travaillent sans être payés, à accorder des promotions en grade pour d'autres et l'admission de nouveaux médecins. Mais le gouvernement propose une réponse en 2 paliers. D'abord, le règlement des problèmes administratifs à court terme. Ensuite, le volet pécuniaire qui pourra intervenir dans le cadre de l'exercice 2022, ce que les médecins du secteur public rejettent. La sentence est lourde et sévère selon les organisations non gouvernementales. Au Maroc, un tribunal de Casablanca a condamné ce lundi le journaliste et défenseur des droits humains Omar Hadi à 6 ans de prison. Omar Hadi, détenu depuis 1 an, est poursuivi en effet dans une double affaire d'espionnage et de viol. Reportage. C'est en juin 2020 que l'enquête pour espionnage contre Omar Hadi a été ouverte au Maroc après la publication de rapports d'Amnesty International affirmant que le téléphone du journaliste indépendant avait été piraté via le logiciel Pegasus. Le mis en cause, âgé de 35 ans, affirme être poursuivi en raison de ses opinions critiques du pouvoir. Il a toujours nié les accusations à son encontre, atteinte à la sécurité intérieure de l'État, d'avoir aussi reçu des financements étrangers en lien avec des services de renseignement et viol. Devant une salle bondée, le juge a annoncé qu'Omar Hadi a été condamné à 6 ans de prison dans une double affaire d'espionnage et de viol. À l'annonce du verdict, les protestations ont fusé dans la salle et des soutiens du journaliste ont improvisé un sit-in contestant le jugement au cœur du tribunal. Le parquet est motivé par la vengeance et non par la quête de la vérité, a acclamé d'un ton confiant Hadi, vêtu d'un t-shirt et d'un jean à l'audience publique du procès. L'un des avocats de la défense s'est déclaré déçu par le verdict, sans dire s'il allait faire appel. Durant son procès, Omar Hadi a été accusé d'intelligence, notamment avec 2 sociétés britanniques de conseil économique, G3 et K2 Consulting. Mais le reporter a toujours affirmé avoir collaboré avec ces sociétés pour la réalisation d'études sur une société marocaine et la culture du palmier. Les candidats des 2 principaux partis à Sao Tomé et Principe s'affronteront dans un 2e tour, et après avoir ravi les 2 premières places de la présidentielle de dimanche dernier. Suivant. Citant des résultats officiels provisoires, l'agence de presse d'État a annoncé ce lundi que les candidats des 2 principaux partis à Sao Tomé et Principe s'affronteront dans un 2e tour après avoir ravi les 2 premières places de la présidentielle de dimanche. Selon la STP Presse, qui cite la Commission nationale électorale, Carlos Villanova, candidat du principal parti de l'opposition, l'Action indépendante démocratique, est arrivé en tête avec 39,47% des suffrages. Il affrontera au 2e tour le 8 août prochain Guilherme Posser da Costa du parti pilier de la coalition gouvernementale, le Mouvement pour la libération de Sao Tomé et Principe, arrivé en 2e position avec 20,75% des voix. Selon les chiffres provisoires, le taux d'abstention dimanche était de 32,24%. Les résultats officiels doivent être rendus publics ultérieurement par le gouvernement, mais ils ne devraient pas être très éloignés de ceux annoncés de la Commission nationale électorale. Le candidat arrivé en 3e position, Delphine Neves, actuel président de l'Assemblée nationale, a dénoncé ce lundi des fraudes électorales massives. Mais la Commission nationale électorale avait assuré dimanche que le scrutin s'est déroulé normalement.
Au Pérou, les résultats de la présidentielle sont enfin connus. Le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo, a été proclamé vainqueur après le scrutin du deuxième tour qu'il opposait à la candidate de la droite populiste, Keiko Fujimori. Le reportage pour plus de précisions. C'est avec 44 263 voix d'avance sur la fille de l'ex-président Alberto Fujimori que Pedro Castillo, le candidat de la gauche radicale, s'est vu adjuger le fauteuil présidentiel. Et ce, plus d'un mois après le scrutin. Des centaines de partisans du président élu qui campaient depuis des semaines devant sa résidence et le siège du parti ont laissé éclater leur joie en chantant et dansant sur des rythmes traditionnels péruviens. Cela faisait 200 ans que nous attendions qu'un instituteur, un Andin, un Cholo, arrive au pouvoir et gouverne pour tout le monde. Enfin, c'est chose faite, Dieu soit loué, a déclaré tout ému Caledonio Ayala, un sympathisant de la gauche radicale. Sorti de l'anonymat en 2017 à la faveur d'un mouvement de grève des enseignants dont il avait pris la tête, le chef du parti minoritaire de gauche, Pérou Libre, a proposé pendant la campagne une série de nationalisations et l'arrêt de certaines importations pour renforcer l'industrie locale. Sa rivale et ses partisans, sur l'offensive, avaient agité le chiffon rouge, l'accusant de vouloir transformer le Pérou en une sorte de Corée du Nord ou de Venezuela et de le conduire à la ruine et à la dictature. Un discours qui manifestement n'aura pas suffi pour l'éloigner du fauteuil présidentiel. Pedro Castillo prendra ses fonctions le 28 juillet prochain, jour de l'expiration du mandat du président intérimaire Francisco Sagasti. Et c'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.